La batterie au sodium que toute l'industrie jugeait impossible est désormais produite en masse. CATL, le plus grand fabricant de batteries au monde, a lancé une cellule sans lithium ni cobalt, avec une durée de vie qui devrait être incroyable à ce prix, plus de 10 cycles de charge complet. Cela représente environ 3 fois la durée de vie de la batterie au lithium de votre voiture actuelle. Elle se recharge à 80% en 15 minutes. Elle conserve 90% de sa capacité à moins 40 degrés Celsius température, à laquelle un véhicule électrique classique fonctionne difficilement. Et son coût de production est inférieur au tiers de celui des cellules au lithium. Il ne s'agit pas d'une prévision, c'est déjà une réalité. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez précisément comment CATL a réussi cet exploit et ce que cela signifie pour tous les appareils à batterie de votre quotidien. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Cette batterie est le fruit de 30 ans de recherche. À l'heure où vous regardez cette vidéo, une batterie au lithium se trouve peut-être à portée de main. Votre téléphone, votre ordinateur portable, votre voiture garée dans l'allée ou votre trottinette électrique attachée à votre support devant votre immeuble. Les batteries lithium-ion sont tellement intégrées à notre mode de vie moderne que la plupart des gens n'y pensent même plus. Ils s'attendent simplement à ce que leur téléphone se recharge pendant la nuit, que leur ordinateur portable tienne le coup pendant une réunion et que leur voiture les emmène à destination. Et depuis 30 ans, le lithium a répondu à ces attentes avec une telle fiabilité que le monde a pratiquement cessé de le remettre en question. Avant que le lithium ne domine les appareils grand public, fonctionnait avec des batteries nickel-cadmium. Lourdes, encombrantes et capables de stocker une fraction de l'énergie que pouvait emmagasiner le lithium, les batteries lithium-ion ont représenté une avancée majeure au début des années 1990. Il s'agissait d'une refonte complète du concept de batterie. La densité énergétique a triplé par rapport aux technologies précédentes. Les appareils sont devenus simultanément plus petits, plus légers et plus performants. Le smartphone n'existerait pas sans cette évolution. Il en va de même pour l'ordinateur portable moderne, les écouteurs sans fil et les véhicules électriques qui resteraient de simples gadgets. L'ampleur de cette transformation est difficilement perceptible aujourd'hui. En 1991, une batterie de caméscope durait environ 1 heure. Dans les années 2000, le même poids de lithium alimentait des téléphones dont la batterie tenait plusieurs jours. À la même époque, il permettait de faire rouler des voitures sur des centaines de kilomètres. Chaque génération d'appareils a poussé les ingénieurs en batterie à tirer le meilleur parti de la même chimie et à chaque fois, le lithium a répondu présent. Il est devenu le principe de base de presque tous les appareils nécessitant une alimentation portable, le fondement invisible du monde moderne. Sony a lancé la première batterie lithium-ion commerciale en 1991. À partir de ce seul moment, plus d'1 billion de dollars ont été investis dans la technologie du lithium au cours des 3 décennies suivantes. La production s'est intensifiée. Les coûts ont baissé. Les constructeurs automobiles ont conçu des plateformes de véhicules entières autour de ce principe et les gouvernements ont bâti des politiques d'énergie propres dessus. Les projets de stockage sur réseau ont misé des milliards de dollars sur son amélioration continue. Cet élan d'investissement a exercé une force considérable, concentrant pendant 30 ans la quasi-totalité des efforts de recherche des talents d'ingénierie et des capitaux dans une seule direction. Voici ce qui se produit généralement lorsqu'une technologie fonctionne aussi bien pendant aussi longtemps. On cesse de se demander s'il existe une meilleure solution. On cesse de financer les alternatives. Et lorsque cela arrive, les failles dans les fondements ont la fâcheuse tendance à s'agrandir insidieusement jusqu'à devenir impossible à ignorer. Voici pourquoi le lithium a si bien fonctionné et pourquoi ce même succès a engendré les problèmes qui contraignent aujourd'hui toute l'industrie à se tourner vers d'autres solutions. Voici pourquoi le lithium fonctionne si bien. À l'intérieur de chaque pile, on trouve 2 bornes, une positive et une négative séparées par un liquide qui transporte les particules chargées. Lorsqu'on charge une pile, on déplace ces particules d'une borne à l'autre et on les y stocke. Lorsqu'on utilise la pile, ces particules retournent à leur position initiale et ce mouvement génère de l'électricité. Il a fallu des décennies pour concevoir un processus fiable, sûr et industrialisable. Mais la chimie de base est restée inchangée depuis la commercialisation de la première pile en 1991.
Dans une batterie au lithium, les particules chargées qui transportent l'énergie sont des ions lithium. Le lithium figure parmi les métaux les plus légers situés en haut du tableau périodique et cette légèreté est essentielle au fonctionnement de l'appareil que vous avez dans votre poche. Plus les particules chargées sont légères, plus on peut en intégrer dans un volume donné et plus on peut stocker d'énergie pour un même poids. Plus de particules par gramme, plus de puissance par cellule, plus d'autonomie par kilogramme de batterie dans votre voiture. Le lithium possède également une capacité naturelle exceptionnelle à conduire l'électricité dans un circuit, ce qui permet d'obtenir une tension plus élevée sans avoir besoin d'une cellule physiquement plus volumineuse. L'association de ces deux propriétés donne naissance à une chimie qui, pendant 3 décennies, est restée inégalée au monde. L'autre moitié de l'équation est le graphite, le matériau qui stocke les ions lithium à l'intérieur de la batterie. Imaginez un jeu de cartes parfaitement empilé, composé de couches successives d'atomes de carbone disposés en feuilles plates et régulièrement espacées. Lors de la charge d'une batterie au lithium, les ions lithium se glissent sans problème entre ces couches et y restent. Lors de la décharge, ils en ressortent. L'espacement entre les couches correspond presque exactement à la taille d'un ion lithium, ce qui signifie que les particules peuvent entrer et sortir des milliers de fois sans endommager la structure. Cette compatibilité mécanique entre le lithium et le graphite explique en grande partie la durabilité de cette chimie qui a fait l'objet de 30 années de perfectionnement continu. Chaque génération d'ingénieurs a repoussé les limites de cette association fondamentale. Meilleurs électrolytes séparateurs plus fins, tolérance de fabrication plus précise. Le résultat fut une batterie dont les performances s'améliorèrent de façon constante et prévisible. Pour une industrie qui conçoit ses produits des années à l'avance, cette prévisibilité était presque aussi précieuse que la densité énergétique elle-même. Mais voilà le problème avec une chimie aussi fiable et performante sur une période aussi longue. Les mêmes propriétés qui ont fait la force du lithium engendraient discrètement des dangers que personne dans l'industrie n'avait d'intérêt financier à affronter. Et ces dangers, il s'est avéré, n'étaient pas négligeables. En 2016, Samsung a lancé le Galaxy Note 7. Les critiques étaient élogieuses. Les précommandes ont battu des records et puis, en quelques semaines, le téléphone a commencé à prendre feu dans les poches, dans les avions, sur les tables de chevet pendant que les gens dormaient. Les compagnies aériennes ont interdit l'appareil à bord. Samsung a retiré toute la gamme de produits, ce qui a coûté 5 milliards de dollars, et le Note 7 est devenu l'un des plus grands échecs commerciaux de l'histoire de l'électronique grand public. Mais voici ce que la plupart des gens ont ignoré. Il ne s'agissait pas vraiment d'un échec d'ingénierie de Samsung. Samsung a commis des erreurs spécifiques dans la conception et l'assemblage de cette batterie en particulier, mais le danger sous-jacent n'était pas de son fait. Logé tranquillement à l'intérieur de chaque batterie au lithium, jamais fabriquée dans chaque téléphone, chaque ordinateur portable, dans chaque véhicule électrique en circulation. Le liquide contenu dans une batterie au lithium qui transporte les particules chargées entre les deux électrodes est composé de solvants organiques. Ces solvants sont inflammables par nature. Les matériaux les plus efficaces pour le transport des ions lithium sont précisément ceux qui brûlent. Si une batterie surchauffe et percée ou surchargée, ce liquide peut s'enflammer. Lorsqu'une cellule prend feu, la chaleur dégagée élève la température de toutes les cellules environnantes jusqu'à ce qu'elles s'enflamment à leur tour. Une réaction en chaîne se propage alors de cellule en cellule comme des dominos qui tombent dans une boîte hermétique. Les ingénieurs appellent cela un emballement thermique. Une fois déclenché, il est presque impossible de l'arrêter. L'ampleur du problème aujourd'hui est véritablement alarmante. À New York, les incendies de batteries au lithium ont détrôné les incendies d'origine électrique comme principale cause d'incendies mortels dans toute la ville. Ce n'est pas une statistique d'il y a 10 ans.
C'est la réalité avérée en 2026. Les incendies proviennent principalement de vélos et de scooters électriques équipés de batteries bon marché de rechange, mais la chimie à l'origine du danger est identique à celle de chaque cellule au lithium, quelle que soit son application ou son prix. Il y a ensuite le problème du froid. Par temps glacial, les ions lithium cessent de se déplacer correctement dans l'électrolyte et commencent à se déposer sur la surface intérieure de la batterie sous forme de minuscules pointes métalliques irrégulières. Ces pics de tension augmentent à chaque cycle de charge. S'ils deviennent suffisamment importants pour créer un court-circuit entre les deux électrodes, ils provoquent un court-circuit interne. Ce court-circuit génère très rapidement de la chaleur, et la chaleur dans une batterie au lithium, comme l'a démontré le Note 7, qui coûte 5 $, a rarement de bonnes conséquences. Même si les pics de tension ne sont jamais suffisamment importants pour provoquer un court-circuit, la baisse de performance due au froid est considérable. À 0 degré Celsius, une batterie au lithium perd entre 20 et 40% de son autonomie, non pas à cause d'une panne, mais simplement à cause de la température extérieure. Pour un automobiliste circulant au Canada ou en Scandinavie, un matin de janvier, cela peut signifier une perte d'autonomie de 100 km avant même de quitter son quartier. Ces problèmes étaient connus et documentés dans la littérature technique depuis des années. Les fabricants ont conçu des systèmes de refroidissement et des logiciels de gestion de batterie pour contourner ces problèmes. Mais la chimie de base est restée inchangée, et la raison pour laquelle elle n'a jamais changé n'a rien à voir avec la science. 3 pays, l'Australie, le Chili et la Chine, contrôlent environ 90% des réserves mondiales de lithium extraites. La Chine transforme à elle seule environ 65% de cette matière première en batterie et fabrique près de 75% des batteries lithium-ion mondiales. Autrement dit, la plupart des voitures électriques, des appareils grand public et des systèmes de stockage d'énergie du monde dépendent d'une chaîne d'approvisionnement concentrée dans un nombre très restreint de pays. Pour les gouvernements, qui aspirent à une véritable indépendance énergétique, et pour les constructeurs automobiles qui cherchent à atteindre des prix rendant les véhicules électriques accessibles au grand public, cette concentration constituait une vulnérabilité structurelle flagrante. Entre 2021 et 2022, le prix du carbonate de lithium, matière première essentielle à la production de batteries, a été multiplié par 8. Non pas de 8%, mais 8 fois plus cher en seulement 2 ans. La demande de véhicules électriques augmentait plus vite que prévu. Les usines de batteries augmentaient leur production à un rythme que l'approvisionnement en matières premières ne pouvait suivre. Les entreprises qui avaient établi leurs prévisions de coûts en se basant sur un prix du lithium déterminé se sont retrouvées du jour au lendemain à évoluer dans une réalité financière complètement différente. Les fabricants de batteries qui avaient conclu des contrats d'approvisionnement à long terme à des prix records payaient bien au-dessus du prix du marché, même si les prix au comptant commençaient à baisser. Puis, en 2023, le marché a connu un retournement brutal. Les prix du lithium se sont effondrés de plus de 70% en une seule année. La forte hausse de la demande a accéléré la mise en service de capacités de production qui avaient mis des années à se concrétiser, et lorsqu'elles sont arrivées, ce fut brutalement. La matière première dont le prix avait doublé à plusieurs reprises s'est effondrée soudainement. L'ensemble du secteur avait élaboré des plans d'affaires pluriannuels en se basant sur une matière première qui se comportait comme un titre spéculatif totalement imprévisible et hors de tout contrôle pour l'industrie des batteries. L'AIE prévoit que d'ici 2030, 85% du raffinage mondial du lithium sera encore concentré dans 3 pays. La chaîne d'approvisionnement indispensable à la transition énergétique propre ne se distribue pas avec le temps. Au contraire, elle se concentre. Chaque véhicule électrique vendu, chaque projet de stockage d'énergie mis en service, chaque objectif d'électrification annoncé par un gouvernement accroît encore la dépendance à une chaîne d'approvisionnement sur laquelle les acheteurs d'énergie n'ont quasiment aucune influence. Le monde a bâti les fondements de son avenir énergétique propre sur une matière première contrôlée par une poignée de pays dont les prix pouvaient doubler ou s'effondrer en fonction de facteurs totalement imprévisibles et incontrôlables pour l'industrie des batteries. Et pourtant, malgré les incendies, malgré les défaillances dues au froid, malgré les fluctuations de prix et la concentration géographique,
L'industrie s'est concentrée pendant 30 ans presque exclusivement sur le lithium. La raison en est une décision prise dans les années 1960 et un ingrédient tellement courant que vous en avez probablement un flacon saupoudreur sur le comptoir de votre cuisine. Dans les années 1960, avant même que le lithium ne soit pris en compte par les chercheurs sérieux spécialisés dans les batteries, les scientifiques travaillaient déjà avec un autre élément comme base des batteries rechargeables à haute énergie, le sodium. Il se situe juste en dessous du lithium dans le tableau périodique. Son comportement chimique est quasiment identique. C'est l'un des éléments les plus abondants sur Terre. On le trouve dans l'eau de mer, dans les formations rocheuses de tous les continents et même dans le sel près de votre cuisinière. La première batterie rechargeable à haute énergie jamais construite assemblée par Ford en 1966 fonctionnait en réalité au sodium et non au lithium. Le sodium est apparu en premier. Mais un problème a failli anéantir cette technologie avant même son lancement. Cette première batterie au sodium nécessitait une température d'environ 300 degrés Celsius pour fonctionner une température suffisante pour faire fondre le plomb. Un prototype fascinant, totalement inutilisable par un particulier. Son exigence de température en faisait une curiosité de laboratoire plutôt qu'un produit commercial et il le resta. En 1972, un chercheur nommé Stanley Whittingham découvrit comment faire fonctionner une batterie au lithium à température ambiante. Cette découverte majeure a radicalement transformé l'orientation de la quasi-totalité des financements de la recherche mondiale. Le lithium possédait désormais une chimie fonctionnelle à des températures compatibles avec la vie humaine. Le sodium, lui, n'a pas suivi cette voie. Le mouvement s'est inversé définitivement. Sony a lancé la première batterie lithium-ion commerciale en 1991 et dès lors, plus de 1000 milliards de dollars ont été investis dans la technologie du lithium. Le sodium de CK Metissa a été laissé pour compte, non pas parce que les chercheurs ont prouvé que c'était pire, non pas parce que la chimie était fondamentalement erronée, parce que l'argent était destiné à d'autres projets. Le sodium posait également un problème technique spécifique que personne n'a pu résoudre. Les ions sodium sont environ 35% plus gros que les ions lithium. Le graphite qui stocke le lithium si efficacement, ses couches de carbone parfaitement espacées et correspondant presque exactement à la taille d'un ion lithium, ne pouvait tout simplement pas accueillir le sodium. À chaque fois qu'un ion sodium s'insérait entre ces couches, il les écartait. Les dommages structurels s'accumulaient à chaque cycle de charge. Après quelques centaines de cycles, la batterie devenait inutilisable. Face au lithium qui garantissait déjà des milliers de cycles fiables, c'était un défaut rédhibitoire. Cette simple incompatibilité de matériaux a empêché le sodium de s'imposer sur le marché pendant plus de 40 ans. Les réactifs étaient abondants, bon marché et exempts des complications géopolitiques qui allaient finalement rendre le lithium si problématique. Mais tout cela importait peu, car personne ne parvenait à trouver un matériau dans lequel les ions sodium pouvaient réellement survivre. Jusqu'à ce qu'une équipe de recherche découvre un type de carbone complètement différent, et quand ce fut le cas, tout a changé. En 2000, une équipe de recherche canadienne a identifié une forme de carbone qui ne ressemblait en rien au graphite et qui s'est avéré être exactement ce dont le sodium avait besoin. Ils l'ont appelé carbone dur. Alors que le graphite ressemble à un jeu de cartes parfaitement empilé, plat ordonné avec un espacement uniforme, entre chaque couche, le carbone dur ressemble à ces mêmes cartes après qu'on les ait froissées, éparpillées sur une table et figées en plein effondrement. Il est fabriqué en chauffant de la matière organique, de la biomasse végétale, des déchets agricoles ou même du glucose simple à une température comprise entre 1,0 et 1,400 degrés Celsius. Dans une chambre étanche dépourvue d'oxygène, les atomes de carbone se fixent selon une structure désordonnée permanente caractérisée par des interstices irréguliers des surfaces courbes et des pores internes de taille variable. Ces interstices irréguliers se sont révélés être la solution au problème du sodium. Leur taille et leur variété suffisante permettaient d'accueillir les ions sodium sans perturber la structure. Le sodium pouvait ainsi se déplacer librement pendant des milliers de cycles de charge et de décharge, sans subir les dommages structurels progressifs qui avaient rendu le graphite incompatible. Pour la première fois, le sodium disposait d'un matériau hôte, capable de résister aux exigences d'une véritable batterie.
Voici le problème dont personne ne parle jusqu'à ce qu'on tente d'en fabriquer une à l'échelle industrielle. Le carbone dur absorbe l'humidité de l'air ambiant presque comme une éponge. Même une infime quantité d'eau à l'intérieur d'une cellule de batterie réagit avec l'électrolyte et génère des gaz. Ces gaz créent une pression qui accélère la dégradation et finit par détruire la cellule de l'intérieur. Dans un environnement de laboratoire clos, c'est gérable. Dans une batterie fabriquée à l'échelle industrielle et expédiée dans le monde entier, cela peut compromettre gravement l'ensemble du projet commercial. CATL a investi environ 1,5 milliard de dollars sur 10 ans pour résoudre précisément ce problème. Leur première solution était chimique. Ils ont modifié la surface même du carbone dur en remplaçant les composés moléculaires qui attirent naturellement l'eau par des composés qui la repoussent activement. Leur deuxième solution était géométrique. Ils ont mis au point des procédés de fabrication qui contrôlent la taille des pores internes pendant la production avec une précision de l'ordre de l'angstrom, soit un 10 milliardième de mètre. Si les pores sont trop petits, les ions sodium ne peuvent pas pénétrer efficacement. Des pores trop larges entraînent un gaspillage de capacité de stockage. Trouver le juste équilibre de manière constante pour des millions de cellules produites à l'échelle industrielle a nécessité des années de travail d'ingénierie soutenue, que la plupart des entreprises n'étaient pas disposées à financer. Le fruit de 10 années de recherche est une batterie aux performances exceptionnelles baptisée Naxtra. Ces chiffres auraient paru inconcevables pour une batterie sodium il y a encore quelques années. La Naxtra délivre 175 Wh d'énergie par kilogramme, la plaçant ainsi au même niveau de performance que les batteries lithium fer phosphate qui équipent actuellement la plupart des véhicules électriques abordables du marché. Dans une voiture, cela se traduit par une autonomie de plus de 500 km avec une seule charge, une charge à 80% prenant environ 15 minutes. Il ne s'agit pas de projections de laboratoire, mais de chiffres concrets issus d'une batterie déjà produite à grande échelle et destinée à équiper des véhicules. C'est au niveau de la durée de vie que les spécifications cessent de ressembler à une simple fiche technique de batterie et prennent une toute autre dimension. La Naxtra dépasse les Dix Zero cycles complets de charge et de décharge avant toute dégradation significative. Les piles au phosphate de fer lithiées, la technologie au lithium la plus durable, largement utilisée dans le commerce, offrent généralement entre 3,0 et 4,0 cycles dans des conditions réelles. La durée de vie de la batterie Naxtra est environ 3 fois supérieure. Si vous la rechargez quotidiennement sans exception, elle fonctionnera encore parfaitement après 27 ans d'utilisation quotidienne. Une batterie conçue pour durer plus longtemps que la voiture elle-même. C'est par temps pas froid que les performances du sodium passent d'impressionnantes à véritablement révolutionnaires. L'électrolyte à l'intérieur de la Naxel reste fluide jusqu'à moins 58 degrés Celsius. À moins 40 degrés Celsius température à laquelle une batterie au lithium fonctionne, à peine la Naxel conserve 90% de sa capacité de charge maximale. Pour les véhicules électriques circulant dans les régions nordiques, il ne s'agit pas d'une amélioration marginale. C'est la différence entre une voiture qui fonctionne de manière fiable tout au long de l'hiver canadien et une autre qui perd un tiers de son autonomie lors de la matinée la plus froide de l'année, précisément au moment où cette autonomie est la plus cruciale. L'écart de prix met un terme au débat. CATL produit des cellules Naxel à environ 19 $ le kWh. Le coût actuel des cellules lithium-ion se situe entre 55 et 70 $ par kWh. L'écart est considérable. Contrairement au lithium, le sodium et l'aluminium utilisés dans les électrodes des batteries sodium sont abondants à l'échelle mondiale. La chaîne d'approvisionnement n'est pas concentrée dans 3 pays. Les prix sont stables et prévisibles comme jamais auparavant pour le lithium. Voici la réalité. Les batteries sodium-ion ont une limitation dont elles ne se débarrasseront probablement jamais complètement. Les ions sodium étant physiquement plus gros et plus lourds que les ions lithium. La quantité d'énergie pouvant être stockée dans un poids donné est limitée. Pour l'aviation électrique, où chaque gramme supplémentaire réduit l'autonomie et la charge utile, cette limite est cruciale. Pour un smartphone grand public au profil fin, le lithium restera probablement la meilleure solution pendant encore de nombreuses années.
Mais pour les véhicules électriques, le stockage sur réseau et le transport lourd opérant en climat froid, autant de secteurs qui définiront la prochaine phase de la transition énergétique, le sodium a déjà franchi le cap. Il y a là une leçon importante à méditer avant que l'histoire ne s'achève. Les problèmes liés au lithium n'ont jamais été dissimulés. Le risque d'incendie a été documenté dans la littérature technique pendant des décennies. La dégradation due au froid était mesurable dès les premières cellules commercialisées. La concentration de la chaîne d'approvisionnement était visible pour quiconque consultait une carte. Mais lorsque la technologie dominante fonctionne suffisamment bien et que les profits sont au rendez-vous, les industries ont tendance à ne pas chercher activement de meilleures solutions. Il faut un bouleversement, un choc des prix, une crise d'approvisionnement, un moment où le coût du statu quo l'emporte enfin sur le confort du statu quo pour que l'alternative devienne visible. Ce moment est arrivé en 2022, coïncidant presque parfaitement avec l'explosion des prix du lithium, et le moment où la fragilité que tous avaient tacitement acceptée est devenue impossible à ignorer. Ce que CATL développe ne vise pas à remplacer les batteries existantes. L'entreprise a déjà conçu une batterie pour véhicules électriques dont le stockage est divisé en deux zones distinctes, l'une au sodium, l'autre au lithium. Un logiciel gère ces zones et choisit en temps réel la chimie à utiliser en fonction de la température des conditions de conduite et du niveau de charge. Par temps froid, le lithium serait moins performant. Le sodium prend le relais, long trajet autoroutier nécessitant une autonomie maximale. Le lithium intervient alors. Aucune des deux technologies n'est poussée au-delà de ses limites. Elles sont utilisées précisément là où elles offrent les meilleures performances. Voilà la vision. Non pas une batterie gagnante et une autre perdante, mais deux technologies chimiques, chacune remplissant la fonction spécifique pour laquelle elle a été conçue. Il est important de souligner l'importance de ce moment. CATL a livré environ 122 gigawattheures de stockage d'énergie par batterie au cours de l'année 2025. Un seul contrat d'approvisionnement en batterie sodium-ion signé récemment représente environ la moitié de la production totale de cette année pour une technologie qui n'était pas en production commerciale 12 mois avant la signature de l'accord. Parallèlement, en septembre 2025, Natron Energy, la seule entreprise américaine ayant de véritables commandes d'ion sodium en production commerciale, a fermé ses deux usines et annulé un projet d'usine de 1,4 milliard de dollars. LG Energy Solutions. Le géant sud-coréen fournisseur de Volkswagen et General Motors n'a pas implanté son usine pilote de sodium en Corée ni aux États-Unis. L'entreprise s'est tournée vers la Chine en ouvrant une usine à Nankan grâce à un accord d'approvisionnement en matériaux déjà en place. Le bilan est encore loin d'être concluant. La batterie sodium-ion n'est pas apparue par magie. Elle est restée pendant plus de 20 ans dans des articles de recherche et des laboratoires universitaires, attendant que le monde en ait suffisamment besoin pour la financer correctement. Ce moment est arrivé parce que le lithium l'a rendu possible, en devenant trop cher, trop concentré géopolitiquement et trop limité structurellement pour qu'on puisse continuer à ignorer ce qui se trouvait à côté de lui dans le tableau périodique depuis toujours. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ce genre d'histoire vous intéresse, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour ne rien manquer. Activez les notifications pour être parmi les premiers à publier. À présent, j'aimerais connaître votre avis. Pensez-vous que les batteries sodium-ion rendront les batteries lithium obsolètes de votre vivant, ou le lithium a-t-il encore suffisamment de chances de s'imposer? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous.